Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Je suis ravi de vous retrouver. On fait le point sur l'actualité des marchés financiers qui sont pour un mois d'août, début août, extrêmement volatiles. Alors tant mieux, hein. Il y a quelques années, on va dire il y a 4 ans, à peu près 5 ans, le mois d'août, il se passait pas grand chose. Juillet, août, c'était très mou. Alors le mois d'août, c'était une véritable catastrophe. Et en fait, quand on tradait en compte propre, on pouvait se dire que, hélas, le mois d'août, on pouvait le mettre dans la case vacances, même si c'est pas du tout intéressant pour un trader en compte propre de partir en vacances au mois d'août avec tout le monde, la surpopulation, les prix qui sont beaucoup plus forts, etc. Eh bien tant mieux, on a gagné un mois supplémentaire, c'est presque le 13e mois maintenant en trading, depuis 3 ans, alors ça fait depuis l'année dernière et cette année où au mois d'août je trade exactement comme si c'était un mois de mars ou un mois d'octobre. On a la volatilité, on a la nervosité. On va pas s'en plaindre, hein. C'est pas notre 13e mois, mais c'est quand même un mois de trading supplémentaire, donc voilà, c'est top. Maintenant, il n'y a qu'une seule période où on ne peut absolument pas trader, parce que ça ne sert à rien, les marchés sont trop mous, c'est comme si c'était un jour férié, c'est entre Noël et le jour de l'an. On va dire à partir du 20 décembre, on peut plier bagage, et puis on revient un lundi, le premier ou le deuxième lundi du mois de janvier, hein. Si c'est un 8 ou 9, on revient ce lundi-là, parce que la semaine juste après le 1er janvier, c'est une semaine morte. Donc en fait, on a 2-3 semaines, hein, de repos à prendre entre le 20 décembre et le 7, 8 janvier. Donc sur 52 semaines, on a 49 semaines utiles en trading. C'est top, hein. Avant on en avait 45, maintenant on a 49. Par contre, ils respectent toujours le repos entre Noël et le jour de l'an, et ça, sauf événement, invasion des extraterrestres, bombe nucléaire qui tombe pas au bon endroit. De toute façon, ça tombera jamais au bon endroit s'il y a une explosion nucléaire. Mais voilà, on a maintenant 49 semaines utiles en trading, alors qu'avant on en avait 45, on a gagné 10% de plus, hein, voilà. Donc normalement 10% de revenus supplémentaires. On a en ce moment, on a des indices qui hésitent pas mal, hein, comme vous pouvez le voir. On a eu 48 heures de très forte baisse, un rebond où on a retracé 50% de la baisse en quasiment 24 heures, 36 jusqu'à 36 heures. Et puis hier, à partir de l'ouverture des marchés américains, alors qu'on était vraiment très bien positionné sur tous les indices américains en haut, on a eu une vague de baisse aux États-Unis, et cette nuit, à partir de 2 heures du matin, les marchés asiatiques et notamment japonais ont remonté tout cela. Alors, pour ceux qui adorent les retracements, c'est magnifique pour eux, puisque le rebond que l'on a eu le lundi, ça nous a retracé 50% de la baisse, et mardi, on s'est mis à baisser, et on a fait quoi? On a retracé 50% de la hausse. Donc normalement, aujourd'hui, on devrait remonter et peut-être retracer 50% de la baisse qui résultait de la hausse, qui résultait de la baisse. Vous ne m'avez pas suivi? C'est tout à fait normal, mais voilà. Regardez vos retracements de 50%, on est en plein dedans. Donc la grosse question aujourd'hui, normalement, si on suit cette logique, on devrait plutôt être haussier. D'ailleurs, les indices sont entre plus 0,73 sur le DAX à plus 0,36 sur le S&P 500. Donc on a une volonté de rebond qui nous a été tirée notamment par les marchés asiatiques. Pourquoi tant de nervosité sur les marchés? Parce qu'on a un bras de fer entre les États-Unis d'Amérique et la Russie. Là, il semble que Donald Trump, il n'est pas content du tout que Vladimir Poutine se fiche de lui depuis plusieurs mois. Ça se voit un peu trop maintenant. Et Donald Trump, il a un ego qui est trumpien, on va dire assez fort. Et donc, ça lui pose problème. Donc, il a envoyé 2 sous-marins nucléaires de plus au large de la Russie.
Alors attention, hein, sur certaines chaînes d'information en continu, c'est la 4e ou 5e guerre mondiale qui va se déclencher, on va tous mourir. Non, les États-Unis, des sous-marins nucléaires, ils en ont officiellement une douzaine, il y en a peut-être un petit peu plus, et puis il en a renvoyé 2, alors qu'il doit en avoir à peu près 2 déjà qui circulent en permanence à proximité des eaux russes, et vu la vitesse de ces missiles, ils n'ont pas besoin d'être à 100 km des côtes, hein. Ça a aucune importance. Ils peuvent être à 3000 km, ils envoient leurs missiles, et ça fait exactement le même effet, mais bon, c'est juste symbolique. Et là, le Kremlin se fiche un peu de la tête de Donald Trump en disant attention, il ne faut pas parler du nucléaire comme cela, c'est quelque chose qui est sensible, nous sommes responsables et nous ne parlons pas du nucléaire comme ça. Alors que Vladimir Poutine a oublié qu'il y a 2 ans, il nous menaçait tous d'un apocalypse nucléaire. C'était d'ailleurs récurrent quand l'armée russe était en mode repli. Il a même mis en état d'alerte avancé toute l'armée liée au nucléaire, etc., etc. Donc on est sur un jeu de... Donald Trump essaie d'avancer et il a obtenu des résultats, notamment pour le tarif douanier en économie, mais aussi sur la paix. Par exemple, quand le Pakistan et l'Inde se mettaient dessus, il les a convoqués à la Maison Blanche et ça a été vite fini. Même chose entre la Thaïlande et le Cambodge, quand ça commençait à friter il y a 15 jours à la frontière, convoqué, et puis ça se termine. Donc il va peut-être avoir son prix Nobel de la paix. Il paraît que c'est son obsession pour faire mieux que Barack Obama. Au passage, Barack Obama, j'ai toujours été sceptique sur son prix Nobel de la paix, parce qu'il n'avait encore rien fait. Il était juste président des États-Unis, il n'avait strictement rien fait. Il avait déjà le prix Nobel de la paix. Bon, faut quand même faire quelque chose généralement pour avoir un prix. Non, remarquez, pas toujours. Il existe les écoles privées et on peut même être diplômé sans rien faire. C'était peut-être ça. Donc il y a cette tension, mais c'est entre guillemets une fausse tension. C'est pour ça que les marchés sont pas plus inquiets que cela. Et puis bon, le fait que Donald Trump envoie 2 sous-marins supplémentaires au large des côtes russes, bon, il nous dit pas qu'il y en avait déjà 2 et qu'en fait c'est peut-être la relève tout simplement. Donc pas de panique, c'est pas encore la fin du monde. De toute façon, le jour où ce sera la fin du monde, on n'aura à peu près pas le temps de s'en rendre compte. Si c'est un apocalypse nucléaire, on sera vaporisé bien avant, et je me souhaite de mourir s'il y a une guerre nucléaire, parce que être un survivant, ça va pas être très beau, d'autant plus qu'il y a une grande chance que vous soyez aveugle, puisque poum, le flash va vous rendre aveugle si vous en sortez, bien entendu, des vents. Après, il va falloir gérer la radioactivité, la bêtise humaine, voilà. Et si vous n'êtes pas en mode Rambo, vous êtes déjà mort. Donc il faudra mieux mourir, je pense. Voilà. Et on n'aura pas trop le temps de se rendre compte. Oh, qu'est-ce que c'est? Boum. Et voilà, on n'en parle plus. Donc ça sert à rien d'avoir peur de quelque chose qui de toute façon arrivera. Pas la fin du monde, mais votre mort. Oui, la mienne aussi. Je vous rassure, tout le monde. On a une seule certitude dans notre existence, c'est que ça va mal finir. C'est pour ça qu'il faut prendre la vie du bon côté, c'est-à-dire d'un côté tragico-comique. Qu'est-ce qu'on risque? Rien. On sait déjà comment ça finit. Sur ces paroles hyper optimistes, et je sens que je vous ai donné la pêche pour la journée, on va passer à l'analyse technique. Tout ça pour vous dire que les marchés hésitent, il y a ce petit jeu de tension, il y a l'ultimatum de Donald Trump qui arrive dans les prochaines heures. On va voir ce qu'il va faire, il va pas balancer des bombes nucléaires sur la Russie. Il y aura peut-être un embargo, il y aura encore de nouvelles mesures économiques fortes contre la Russie, c'est tout à fait possible. On verra, mais en tout cas, ce ne sera pas la fin du monde, n'en déplaise à LCI. Il y a des chaînes spécialisées. LCI, c'est la chaîne fin du monde. Voilà. BFM, c'est la chaîne météo et joggeuse violet. Voilà, c'est à peu près leur créneau à forte audience, et ils en décollent pas. Ouh, c'est méchant ce que je viens de dire. Non,
Je trouve que c'est très réaliste quand vous les regardez. Allez, on y va sur le CAC 40. Et ben regardez, il a été chercher le plus bas du mois précédent à 10 heures. Il a réussi à préserver le plus bas du mois précédent. Et ce matin, il a la petite montée matinale que les plus de 50 ans connaissent bien. Correct, mais c'est pas non plus flamboyant. L'important c'est qu'on reste au-dessus du plus bas du mois précédent, donc on reste sur une optique de remontée, mais très lente sur le CAC 40. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a les 7006 et le support mensuel qui pourrait rebloquer une vague de baisse. Le plus bas du mois précédent a marché à la perfection toute la journée d'hier, et même avec la forte baisse qu'on a eue aux États-Unis, ça a pu la contenir. Bon, ça range énormément sur le CAC 40. Hein. On parle quand même d'un indice qui dans la journée a pris une quarantaine de points, soit moins d'un demi%. C'est pas folichon. Lui, il est bon, c'est le CAC 40 en même temps. Il est en vacances, il est aux 35 heures, il est à la sixième semaine de congé payé. Votez Mélenchon, etc. Donc c'est une grosse feignasse, hein, en simplifiant. Mais ce qui est très intéressant, c'est le plus bas du mois précédent, le support mensuel, qui sont vraiment positionnés idéalement pour limiter sur ces niveaux-là, les 7006, une vague de baisse. Donc, il ne donne pas envie d'acheter, mais en même temps, on ne devrait pas se prendre une grosse claque dessus normalement. Beaucoup plus dynamique. Et regardez, Dutch Überalles, l'Allemagne au-dessus de tout, bien entendu, du moins en Europe. Alors eux, on a une hausse continue. Je vous avais dit hier, si vous voulez mettre un jeton sur un indice européen, c'était le DAX 40. Et ben ça a parfaitement fonctionné hier. Il a utilisé son support mensuel qui est devenu une véritable un véritable support, et on est reparti dessus, et là on est déjà au-dessus des 24 000, on est sur les plus hauts depuis 48 heures, donc il va très bien. Regardez la petite différence, là c'est notre indice allemand en méga forme, et vous avez le CAC 40, oui je sais, il est tout en bas, et il a toujours pas battu du tout le plus haut de la veille, donc petit retard. Le Dow Jones, ça va bien sur le Dow Jones, regardez, il est sur le point de breaker le plus haut de la veille, donc qui est un très bon signal, et lui aussi, middle S1 mensuel. Si vous avez regardé le Good Morning Trading, vous le saviez, ça a servi de zone de rebond, et zone qui était même espérée, donc top. Ça c'est j'adore quand un plan se déroule sans accroc. Sur le Nasdaq, ça a été un petit peu plus compliqué, puisque le pivot S a bien tenu jusqu'à 18 heures, et à partir et dans la dernière heure, on a eu une rupture, et dans la nuit jusqu'à 3 heures du matin, on a eu une vague de baisse sur Nasdaq. On est bien reparti. Alors attention, c'est très rare. On voit qu'il y a une dynamique qui est inférieure sur le Nasdaq par rapport au Dow Jones et par rapport au S&P 500. Donc attention, on le voit déjà dès ce matin, on a plus 0,26 sur le Nasdaq, tandis que les indices américains S&P 500 et Dow Jones 30 sont à plus 0,36, plus 0,38. C'est pas normal. Normalement, celui qui est le plus dynamique, celui qui drive les autres, celui qui porte les autres, c'est le Nasdaq. Et ben là, pas du tout. Je remonte le Dow Jones. Il est sur les plus hauts de la veille, tandis que le Nasdaq, il est loin d'être sur les plus hauts de la veille, il lui monte près de 170 points. Donc attention, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une vague de baisse, qu'on a des prises de bénéfices, que les valeurs qui ont le mieux marché, c'est le top du Nasdaq, c'est tous les GAFAM, tout ça, les Amazon, les Tesla, les Meta, les Alphabet, etc. Et qu'il y a plutôt une prise de bénéfices sur ces valeurs qui ont formidablement bien carburé depuis le début de l'année. Et puis on réinvestit, on passe petite rotation là depuis 24 heures, 48 heures, 24 heures surtout, on passe
on encaisse sur les technos et on achète sur du un petit peu plus classique, du bancaire, du pharmaceutique, de la malbouffe, Coca-Cola, voilà, ça sert toujours, ce sont des valeurs efficaces. Et le S&P 500, c'est ça qui est intéressant. Sur le S&P 500, lui, il est en dessous de son point pivot mensuel, il est au contact des 6350, il a eu la même vague de baisse que le Nasdaq et il essaye de remonter lui aussi péniblement. Donc c'est très rare qu'on ait ce type d'information. On a du Dow Jones qui performe les indices américains. Donc si vous avez une bille à mettre aujourd'hui sur un indice qui en veut, c'est le Dow Jones. Et puis prudence sur le S&P 500 et surtout prudence sur le Nasdaq. Alors il est très rapide le Nasdaq, hein. Il va peut-être rejoindre les plus hauts de la veille vers les 23 400 ou se prendre une méga vague de baisse. En tout cas, ça va être lui qui risque d'être le plus chahuté aujourd'hui, parce que j'insiste bien, on est sur quelque chose qui arrive rarement. Le Dow Jones est le leader. Le Dow Jones a le plus d'énergie parmi les indices américains. Donc là, on a quand même une rotation indicielle, une rotation sectorielle. On encaisse les valeurs techno. Alors pourquoi elles baissent un petit peu, les valeurs techno? C'est lié à l'IA. Pourquoi? Parce que l'IA, on se rend compte des coûts que cela représente, et puis surtout le risque de décalage, hein, puisque là on est sur un modèle qui est complètement fou, où la puissance de l'IA double quasiment. Alors c'était tous les ans pour les microprocesseurs Intel à une certaine époque, maintenant c'est que ça double quasiment tous les mois la puissance de l'IA, et on sait que quand vous avez un changement technologique, il y en a toujours qui vont s'en prendre plein la tête, hein. Pensez notamment à un petit changement technologique sur les appareils photo. Ceux qui se sont pris plein la tête, c'était le leader incontesté, c'était Kodak. Voilà, donc eux, ils ont eu du mal à passer au changement, à la révolution, entre guillemets, argentique au numérique. Ils existent encore, mais bon, ce n'est plus qu'un pâle reflet. Et dans l'IA, ça va être la même chose. Il n'y a pas la place pour 5, 6, 10 ou 12 ChatGPT et autres Gemini, etc. Celui qui triomphera sera peut-être pas le meilleur IA. Ce n'est pas parce que vous avez le meilleur produit que vous vous imposez forcément. Ça, c'est une illusion totalement capitaliste. C'est si vous avez le meilleur marketing ou si vous avez le plus d'argent pour pouvoir continuer à faire fonctionner à perte votre modèle en attendant que votre concurrent s'écroule. Et quand votre concurrent s'écroule, il ne reste plus que vous. Et là, du coup, votre modèle il devient rentable. On prend par exemple un modèle qui est Twitter X. Voilà. Si vous aviez créé cette entreprise en France, mais vous seriez ruiné depuis des années et des années et des années. Ils n'ont su produire que du déficit continuellement. Mais voilà, il y a d'autres perspectives qu'une rentabilité sur cette société pour notamment Elon Musk qui possède maintenant cette entreprise. Il s'en fiche complètement que ça lui coûte 100 millions de dollars ou 200 millions de dollars. C'est un instrument de puissance et de pouvoir pour lui, puisque même quand vous n'êtes pas abonné à Elon Musk, tous les jours, vous avez ces tweets, donc ce qui montre que l'algorithme est totalement cheaté, puisque normalement vous ne voyez que les gens que vous suivez, et éventuellement une fois de temps en temps un très gros compte pour que vous abonniez, mais vous recevez pas 6 tweets ou 7 tweets par jour sur votre timeline de Elon Musk. Si vous n'êtes pas abonné, ça normalement c'est pas normal. Il y aura peut-être, je pense, un jour une action collective aux États-Unis là-dessus pour distorsion d'égalité. Voilà. Mais de toute façon, si vous n'êtes pas content, vous dégagez de Twitter et de X extrêmement facilement et rapidement. Pour ça que les gens ont très peur de dire ce qu'ils pensent, parce qu'ils dégagent, et pour certains, c'est un compte Twitter, c'est l'essentiel de leur
entre guillemets, influence, pouvoir sur un truc qui s'appelle les réseaux sociaux, qui n'existe en fait pas du tout, hein, parce qu'il n'y a rien de social du tout là-dedans. 23 200 bientôt sur le Nasdaq, c'est le moment de vous quitter, de vous souhaiter une très belle journée. On se retrouve demain pour le Good Morning Trading. Je bascule sur la version premium pour les gens de mon école. N'oubliez pas que les inscriptions, c'est actuellement pour l'année 2025-2026 si vous voulez participer à mon école. Je ne vais pas vous dire qu'elle est mauvaise, je peux vous dire qu'a priori, c'est l'une des meilleures qui existent, si j'en crois mes élèves qui ont vu beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres écoles, et que c'est la seule école où vous avez un enseignant qui a appris à enseigner à des adultes. À 23 ans, j'enseignais déjà à des PDG du CAC 40, donc c'est que j'étais pas mauvais enseignant, et par un membre du CME, ça veut dire que je trade entre à peu près 10 milliards sur le Nasdaq par an. Alors, attention, 10 milliards, ouh, c'est énorme, non, c'est pas énorme 10 milliards. Regardez, 23 193 à 20 $ le point. Déjà, vous prenez un lot et vous le revendez, ça vous fait presque $1 million. Donc, vous voyez, vous pouvez trader 10 milliards. C'est pas énorme. En fait, c'est 10 000 trades à un lot. Acheté, vendu, ça fait 20 000 lots. Et ces 20 000 lots, ça fait à peu près 10 milliards. Mais je vous rappelle que on est considéré comme trader au sens de l'AMF quand on fait 12 trades par an. Décadence. Je vais dire splendeur et misère, mais je vais dire juste décadence. Sur ce, je vous embrasse, portez-vous bien, à demain, Good Morning Trading, même heure, 8 h. Et puis à partir de la semaine prochaine, si tout va bien, vous aurez même le Good Morning Trading en anglais. Et ouais, ça va péter. Maintenant, je vais aller voir côté américain, ça va bien m'éclater de voir ce que ça peut donner. Bon, faut attendre 3, 4, 5 ans pour avoir des résultats sur une chaîne YouTube de nos jours. Mais voilà, je vais aller chercher les Américains. Ça va être assez amusant.